Bonjour et bienvenue dans l'émission Boosterel, booster spirituel, booster motivationnel. Notre invité extraordinaire, bonjour. Hello. Merci de l'invitation, je suis vraiment content d'être là. Avec plaisir, nous avons nos chroniqueurs géniaux. Bonjour à tous. Lionel le retour avec Elsa. Salut. Voilà. Salut, Association de malfaiteurs. Exactement. Pour le plus grand bonheur des uns et des autres. Voilà. Tara, tu vas te présenter? C'est mieux Oui. que Je peux me présenter, ouais. Donc, je m'appelle Taha Mansour. À la base, j'avais fait une formation d'ingénieur. J'avais fait Maths Sup, Maths Spé, puis je suis diplômé de Centrale Paris. Et aujourd'hui, j'ai une double casquette. D'un côté, je suis mentaliste, auteur et metteur en scène de spectacle. Et en parallèle de ça, je suis formateur en soft skills et en communication d'influence. En soft skills, donc c'est tout ce qui est compétences comportementales. Donc la communication, le management d'équipe, la gestion de conflits, etc. Et moi, j'interviens beaucoup sur la question d'influence, c'est-à-dire, en gros, comment gérer les conflits dans une équipe, comment réussir à négocier efficacement, comment réussir à ne pas se faire manipuler dans une signature de contrat, etc., etc. Génial. Voilà. Tout ça avec quel outil? Alors, j'utilise plein de différents outils. Moi, je suis formé en hypnose. J'utilise pas mal de PNL aussi que tu connais très bien. J'adore PNL, la PNL, oui. La PNL. Et après, en fait, je mélange des outils qui sont basés de psychocognitive. Je continue à lire les dernières recherches qui sont trouvées sur la neuroscience, la psychologie de la communication notamment, des trucs issus de négo raisonné par exemple. Et j'ai mélangé un peu tout ça avec ce que j'ai pu développer et mettre en place, on va dire, dans ma pratique du mentalisme. Pour développer de nouveaux outils que j'enseigne ensuite. On va avoir droit à des démonstrations. Et oui. Restez là. Ok, génial. Mentalisme. C'est. Alors, dis-moi, on en est entre nous, mais le mentalisme, ça marche bien avec les filles, ça. c'est une question qui revient très souvent. Excuse-moi, avec les filles ou les garçons? Oui, c'est vrai, ça peut être. Oui, aujourd'hui, tout à fait. Oui. Ah oui, il faut pas oublier nos amis. Non, c'est vrai. Écoute, il y en a, la chose que je vais te dire, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans la magie ou le mentalisme pour cette raison-là, mais c'est pas souvent les meilleurs. Moi, j'avais pas, c'est quand j'étais petit, j'avais pas, moi. Non, t'avais pas. Je connaissais pas. Non, Mais j'aurais bien voulu, la hein. PNL pour. Non, j'avais pas non plus la PNL. Ah non, j'étais tout seul quand j'étais petit. Ouais, mais t'as dit, ouais, donc ça allait. Non. Non? Non. Oh, si. Bah non. De quoi, avec les meufs? Oui, non, mais ça, d'accord, mais ça, c'est normal, le charisme, la gueule, tout, bon. Mais, c'était quand même là, je veux dire. Alors là, il fait du mentalisme. Alors là, il fait très du fort, très mentalisme. fort. Ouais. Ouais, mais c'était une part de mon métier, comme sur jadis, les Indiens du Dakota ou encore le sconce. Mais bon, c'était une autre époque. Est-ce que tu peux nous dire comment on arrive à devenir mentaliste? Ouais. Alors, je peux parler moi de mon parcours. À la base, en gros, j'avais découvert la magie quand j'avais 14-15 ans. Et je suis tombé amoureux de ça, de ce truc où en fait on fait un effet et il y a cette espèce d'émerveillement, le moment où les yeux des gens s'ouvrent et cette émotion-là est hyper forte. Alors, si jamais je peux me permettre, Oui, vas-y. cet émerveillement, parce que là, on a discuté quand on est parti chercher le café et tout. Il y a le fond et la forme, hein. En PNL, vous savez tous qu'il y a le fond et la forme. Et cet émerveillement, est-ce que c'est ce qui nous procure, qui nous donne envie de faire de la magie, ou bien c'est ce que ça procure à l'autre? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, est-ce que c'est moi qui suis émerveillé en fait de ça, puis je kiffe parce que je fais quelque chose, et donc ma confiance en moi est rassurée, je suis en termes d'estime de soi, parce qu'on a parlé de filles, moi je croyais, en tout cas, j'avais pas confiance en moi quand j'étais petit, et donc le fait d'être devenu animateur et clown, bah finalement dans le regard des autres, les gens étaient émerveillés de ce que je faisais, et donc finalement j'ai existé à travers ça. Et toi, t'as dit quelque chose d'extraordinaire. T'as dit, je vois l'émerveillement chez l'autre. Alors, est-ce que c'est l'autre ou un peu notre ego qui nous dit, oh, mais en fait, c'est ce que je produis chez l'autre qui est bien? C'est intéressant comme réflexion. Et je pense que ça change d'un artiste à un autre. Mais c'est hyper intéressant, ce truc-là moi, je sais que c'était l'émerveillement chez l'autre. Et c'est un peu la lignée de tous les spectacles que j'écris. C'est-à-dire, quand j'écris un spectacle, la première chose que je me pose, c'est pas qu'est-ce qui se passe pendant le spectacle, mais avec quoi je veux que les gens repartent. Et je construis le spectacle rétroactivement, en fait, par rapport à la sortie. C'est-à-dire, je me dis, le spectacle est terminé, bien, je veux les laisser avec quoi. Et après, je commence à construire mon spectacle à l'intérieur, etc. Et donc, cet émerveillement-là
effectivement, moi, ça m'émerveille de voir les gens émerveillés. Et il y a, en regardant après la neuroscience derrière l'émerveillement, c'est une émotion qui est hyper forte, mais j'ai découvert ça bien d'années plus tard. C'est en gros, aujourd'hui, on sait que l'émerveillement, en tout cas la curiosité, c'est un truc qui peut débloquer plein de choses, parce que ça ouvre de nouvelles connexions neuronales. C'est le moment où le cerveau, il était dans un espèce de stade de, en fait, c'est la vie est telle qu'elle, je suis tel que je suis, le monde est tel qu'il est, et rien ne change. Et l'émerveillement, c'est le moment où tu vois quelque chose qui te sort de ce cadre, et le cerveau se dit, tiens, peut-être qu'on peut changer. Et ce changement-là, il est hyper fort. Et donc j'ai vu ça pour la première fois. Je me rappelle clairement du premier moment, j'avais acheté une boîte de magie de cartes, un truc avec genre 20 tours de cartes simples, ouais. Et je m'étais entraîné, j'ai fait ça à ma grand-mère. Et en fait, quand elle a fait, mais comment t'as fait ça? Et en fait, je me dis, oh, là, c'est une belle émotion. J'ai envie de creuser ça. Et je suis tombé amoureux de ça. Alors déjà, merci beaucoup pour ton honnêteté intellectuelle, parce que c'est important de savoir où on se situe, parce que quand le résultat d'une action dépend de son intention, ouais. Et donc effectivement, l'intention, et c'est souvent une grande discussion que j'ai avec ma femme, mes enfants, tout le monde, quelle est l'intention en fait quand tu fais quelque chose? Alors on a toujours notre ego, notre part d'ego. C'est sûr. Mais oui, non, qui vient, qui dit, je vais exister, je suis là, et puis en plus, il va me remercier. Et finalement, il y a un travail sur l'ego, d'humilité qu'on doit faire, parce que malheureusement, en tant qu'être humain, on a un ego, et heureusement, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on vit, qu'on est qui on est. Qu'on arrive à s'affirmer aussi. Mais faire attention justement jusqu'à où tu vas et qu'est-ce que ça procure chez l'autre. D'ailleurs, c'était une des discussions qu'on avait eues. Je me rappelle, après une des émissions, on s'était assis au café et des fois, tu dis, waouh, quand tu fais une formation, ça me parlait, là. C'est waouh. Et ça m'interpelle. Ce que tu renvoies, en fait, ce que tu peux renvoyer. Ouais. Et je pense que ça peut être, tu me reprends, Moshe, si c'était cette idée ou pas, ça peut être tellement jouissif pour la personne qui donne, que du coup, on a un genre de pouvoir aussi sur les autres, du fait de ton job, ou de ce que Moshe fait, ou de ce qu'on fait dans le quotidien. Par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais d'émerveillement, je pensais typiquement à un cadeau qu'on offre à quelqu'un. Et on est trop heureux de lui offrir. Et en effet, quand on le voit émerveillé, c'est incroyable la réaction. Mais c'est vrai que par rapport à ce que dit Moshe, est-ce que on est tellement heureux en effet d'avoir rendu l'autre heureux, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi putain, j'ai réussi, tu vois, je suis fraîche quand même, j'arrive à lui offrir un truc vraiment de ouf. Donc en effet, il y a c'est vrai que et ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir où tu te situes. Et faire attention à chaque pas que tu fais dans ta vie, chaque moment, parce qu'on a quand même un super pouvoir. Complètement. Faut être honnête avec tout le monde, avec nos auditeurs et tout. On a un super pouvoir. C'est génial, quoi. Le temps de la communication, quand on fait des choses, on produit l'émerveillement chez les gens. Mais même quand tu fais une séance, quand on fait l'enfant intérieur, par exemple, nous, souvent on fait l'enfant intérieur, les gens disent, oh, waouh! Savoir où est notre place et revenir à notre place pour laisser la personne exister. Et surtout être autonome, parce qu'on dit tout le temps, tu fais combien de séances, machin, combien de séances? Je vais pas faire 10-15, je veux pas, surtout que tu sois pas dépendant de ce que je viens de faire. Par contre, comme j'aime dire, c'est marrant parce qu'on a des belles lumières, et je dis souvent, moi je viens simplement allumer la lumière là où c'est obscur et te montrer ton plein potentiel. Et c'est beau. Et c'est hyper important. Et même quand je suis en train de le dire, là. Écoute-moi la phrase. Punchline, boum. Et c'est très important parce que il faut revenir à l'endroit où on est, nous, en tant que accompagnant, on va dire comme ça. On va l'appeler comme ça. Parce que t'as dit jouissif. Mais alors, comment saisir cette limite, autant pour Moshe, pour Ta, comment saisir cette petite limite C'était quelque chose avec lequel j'avais beaucoup expérimenté, et effectivement, très rapidement, que ce soit dans l'accompagnement. Moi, je suis arrivé à l'accompagnement plus tard que le mentalisme, mais c'est vrai que très rapidement, j'ai senti à un moment donné cette espèce d'envie et l'ego qui se dit oh j'ai du pouvoir, ce truc là de je peux bouger les gens, et en fait très rapidement on peut tomber dedans. Et moi je vois quelques magiciens ou mentalistes que je connais qui en fait dans leur discussion, dans la manière d'aborder les trucs, sont que focus sur qu'est-ce que ça leur apporte eux, comment ça les met en avant, etc. Et la manière dont moi j'ai réussi à m'en protéger, c'est que justement je remets le spectateur au centre de la construction. Quand je fais des formations en entreprise, par exemple, de communication, j'arrête de me dire qu'est-ce qui va moi me faire le plus kiffer, parce qu'il y a des choses qui vont me faire plus marrer ou pas, mais avant tout je me dis quelle est l'utilité, quel est le besoin de l'autre, et je me force à faire ça, quitte à parfois en creusant le besoin de l'entreprise, leur dire en fait ce que moi je peux vous apporter c'est pas le plus idéal, contactez bidule ou truc, ce qui on peut se dire c'est complètement contre-intuitif et c'est pas bien pour le business model, mais au moins moi ça me protège de ne pas dépasser dans le je construis ça pour moi quoi. À partir de quel âge t'es rentré là-dedans? Je parle pas de quand on mentalise 14-15 ans, ton activité professionnelle. Alors, c'était un peu fluide. C'est-à-dire que
Donc une fois que j'avais commencé la magie, j'ai commencé à faire la magie des cartes. J'étais tombé amoureux de ça pendant 2 ans. Je passais des nuits blanches à m'entraîner à faire des empalmages, des trucs pour cacher des cartes, les refaire apparaître à d'autres endroits, pour tricher au poker et tout. Bon, faut faire des tours surtout. Pas d'argent. Ouais, dis-le. Bah oui, lapsus. D'ailleurs, tu me dois 100 balles. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, de la personne au centre de la truc. Oui, voilà, c'est ça. Je suis revenu au centre. Bon, après, il faut se faire de la thune, hein, mais quand même un peu. Ouais, mais... En toute humilité, la rente quand on la vole. Mais, du coup, j'ai découvert le mentalisme vraiment 2 ans après. Je suis tombé amoureux de cet art parce que j'ai réalisé que ça me permettait une connexion très forte avec les spectateurs. Et donc, en parallèle de ma prépa, j'ai commencé à écrire un spectacle. Quand je suis entré en école d'ingénieur à Centrale Paris, en première année, j'ai terminé l'écriture de ce spectacle-là, que j'ai joué pour la première fois au théâtre de l'école. Et en fait, ça a très bien marché. Et je me suis dit, bah tiens, il y a vraiment un truc. Il y a eu un gros déclic là. Donc j'ai commencé à me produire en parallèle de mes études sur Paris. Et quand j'ai terminé mes études, bah en fait, c'était déjà suffisamment lancé qui a fait que j'ai continué. Donc il n'y a jamais eu un vrai cassure. Pardon, oui, mais t'inquiète. Le doigt, j'ai pas fait le doigt. Excuse-moi, je peux poser une question? Ah ouais, vas-y, dis-moi. C'est Bandler, c'est ça, hein, oui. Parce que tu disais qu'il n'y avait pas eu de cassure, justement. Ouais. D'accord? Est-ce que toi, c'était ton choix perso, véritablement, ou tu as juste fait tes études par procuration? Tu veux dire pour les études? Bah oui. Parce que Centrale, c'est pas une petite école, quand même. Non. Voilà. Il y a eu 2 choses. Moi, j'ai toujours aimé la science, j'aime bien toujours ça. J'adorais les maths, la physique, donc la prépa, c'était naturel pour moi. J'avais aussi une âme artistique, c'est-à-dire que depuis que j'avais 6 ans, je faisais beaucoup de chant. Et j'en fais toujours aussi. J'ai fait quelques années de comédie musicale. Je m'étais produit dans des concerts. Donc, l'artistique était toujours là en moi. Quand je suis arrivé à Centrale, j'ai commencé à... et que j'ai construit mon spectacle et j'ai vu qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée. Il y a eu un déclic. Je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait rester un hobby ou au moins une passion. Mais je savais pas que j'allais en faire mon métier. Et en fait, en 2e année, j'ai eu une mini-dépression parce que... en gros, il y avait des choses que je pensais aimer, finalement que j'ai pas aimé dans les cours, dans les thématiques. Et à l'inverse, il y avait des choses que je me disais, je vais pas du tout kiffer ça. Et en fait, j'ai adoré. Et en plus de ça, mes parents, à cette époque-là, ils m'encourageaient absolument pas dans cette voie. Même pour eux, en fait, tout ce qui était artistique, c'était une perte de temps. Dans le sens où, qu'est-ce que tu fous à perdre ton temps à faire de l'artistique ou des spectacles? Essaye de majorer un cours. C'est pour ça que je posais la question de la procuration. Donc, pour moi, non, c'était quand même un vrai choix. Mais justement, par rapport à cette procuration-là, c'est-à-dire que, en fait, ils me disaient constamment, mais continue tes études, hein. Et j'étais en mode, bah, bien sûr, parce que j'aimais ça. Et ça a créé un espèce de challenge à l'intérieur parce qu'on me disait de ne pas arrêter quelque chose que naturellement je ne voulais pas arrêter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Il y avait une espèce de projection de, ah bah ça y est, il va arrêter ses études parce qu'il a trouvé une passion. Donc toi, tu t'es fait un challenge, bah, tu vois, je vais leur montrer, moi, que je peux faire ça et je peux faire ça. Je peux faire ça, exactement. C'est une belle source de motivation, en fait. Exactement. T'as fait une formation de mentalisme? Non, c'est une auto-formation, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire beaucoup de livres de mentalisme déjà. Ce qu'il faut savoir que le grand public ne connaît pas nécessairement, c'est que derrière la magie, le mentalisme, il y a une grosse industrie. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs de tours. Il y a des gens qui publient des livres et tout. Il y a chaque semaine plus d'une centaine de nouveaux tours qui sont publiés. C'est immense comme industrie. Moi, j'ai des potes mentalistes et magiciens qui ne font que créer. C'est-à-dire, ils se produisent jamais. Ils font jamais de prestations. Mais ils ne font que inventer des tours, produire des trucs, écrire des livres et ils les vendent. Ouais, voilà. À l'inverse, il y a d'autres qui ne créent pas, qui ne font que acheter, s'entraîner dessus, et ensuite, eux, c'est leur présentation, le charisme. Et toi, tu te situes où? Je suis entre les deux. Okay. C'est-à-dire que moi, j'aime bien. Il a fait Centrale en même temps. C'est aussi ça. Sur ça, Centrale. Hop, je me situe entre les deux. Entre les deux, voilà. C'est gratifiant, c'est gratifiant. Elle était facile, mais tu l'as pas capté tout de suite. Pas mal, bah bien. Ça a pris du temps aussi. Allez, ping-pong. C'est parti. Je sais tes matchs. Non, mais c'est intéressant parce que nos auditeurs, il y a beaucoup de gens qui ils se sentent empathiques, ils se sentent dans l'écoute, ils sentent qu'ils donnent des bons conseils, donc ils se disent tiens, j'ai quelque chose à faire. Et surtout, ces temps-ci dans notre génération, je crois qu'on a la génération d'aide, d'écoute, et on sait plus, on est dans un métier, puis on dit tiens, j'ai quelque chose à faire dans la vie, j'ai une mission de vie. Alors, je vous rassure, on peut le faire aussi dans l'environnement dans lequel vous êtes, hein, même dans le niveau du travail, de la famille. Les gens ils pensent qu'ils disent je vais ouvrir un cabinet. Non, moi je connais quelqu'un qui bosse aux impôts et qui est coach au sein des impôts. Même pas, elle a monté un cabinet. C'est pour ça qu'il paye plus vite. Ouais, c'est pour ça que tu payes plus. Non, mais c'est une coach qui coach tous les mecs de la caisse des dépôts. C'est un cabinet, elle est coach et elle est payée par le caisse des dépôts. C'est une salariée.
C'est génial, je trouve ça. Donc, et même je connais une de mes élèves qui a monté aussi un projet au sein d'une grande banque. Donc je pense qu'aujourd'hui, à l'écoute, c'est important. Donc c'est pas obligé d'ouvrir un cabinet, mais au sein de votre environnement professionnel, on est capable de pouvoir faire quelque chose. C'est pour ça que je me disais, quand est-ce que tu as commencé, comment t'es formé? Il l'a dit. Mais du coup, oui, c'est avec ça. sa grand-mère. C'est vrai. Il a commencé avec sa grand-mère, ça a commencé par le tour de magie. Exactement, c'est ça. Mais après, du coup, c'était beaucoup de lecture de livres. Donc, j'avais commencé à lire des livres de mentalistes, à étudier leur tour. Et après, à beaucoup m'entraîner. Puis moi, je suis quelqu'un de très obsessionnel. Donc, quand j'ai découvert ça, je voulais toucher à tout ce qui touchait autour de ça. Donc, l'hypnose, j'ai découvert ça, je me dis, bon, je vais me former à l'hypnose. La PNL, j'ai commencé à lire des trucs de PNL. Je suis rapidement tombé après sur des livres plutôt de communication, de psychologie de la communication et tout. Et après, c'était beaucoup d'entraînement. Au début, ça ne marchait pas. Hein. C'est-à-dire que j'allais voir mes potes, j'ai envie de tester un truc avec toi. Alors, tiens, pense à un objet. Tu penses à une voiture? Non? Ah c'est pas grave, tiens, bonne journée. C'est important, ça, de le dire aux gens qui sont avec nous, que ça marche pas tout de suite. Non. En fait, on montre souvent nos réussites, on montre difficilement les choses qui ont échoué. Ouais. Et je trouve que c'est important de dire, bah ouais, là, j'ai merdé. Non, j'ai pas deviné que c'était un canapé bleu, mais j'ai persévéré. Et surtout pour moi, c'est au-delà de la persévération, c'est que ce truc-là je sais que c'est un de mes gros drivers dans la vie, c'est le fait d'échouer consciemment. Et de me mettre dans des situations d'échouer, justement pour un apprentissage hyper fort. Tu te mets en situation d'échouer. Ouais, c'est-à-dire que je le conscientise. Wow. Et en mode, quelqu'un qui dit, je me mets en situation d'échouer. Mais parce que je sais que sur le long terme, c'est le truc qui apprend le plus. C'est ce que je fais tous les jours. Moi. C'est vrai? Ouais, j'arrive à rien. Ouais. Mais c'est bien. Bon, moi, j'en suis conscient. Ah, t'es plutôt les trois premières lettres. Tu peux nous donner un exemple de... Oui, non, mais je un exemple. Tu peux nous donner un exemple de Tu viens de réaliser conscientiser les trois premières lettres? C'est gentil. Compassion. Ouais, aussi trois premières lettres. Non, c'est One. Pardon, compassion. Oui, ouais, non, c'est bien vu. Ouais, bien. Ouais, bien vu. Il est pas si... Eh non, C'est ouais. j'ai fait sans oui, c'est bien. Voilà, elles réussissent pas toutes. Non, Je conscientise mon Je serais échec. tellement- Tu conscientises tes jeux, voilà, c'est vrai. Ah, il a fait central. Enfin, il est resté devant, comme il a dit. J'étais devant Central. T'étais devant Central. Ouais, et j'ai beaucoup appris. Ah, et tu sais qu'on apprend beaucoup de choses, ça rayonne. Hein. Mais Il y a oui. beaucoup d'hormones qui sortent de cette école. Ah oui. Ah, en C'est termes fou ce que ça d'hormones. donne. C'est fou ce que ça donne. Ah, Janine, si tu nous Du regardes. coup, tu disais oui, pas un exemple concret. J'en ai plusieurs qui me viennent en prépa. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu formé à cet état d'esprit-là. En prépa, ce qui compte, c'est le concours. C'est-à-dire qu'on s'en fout de la moyenne pendant l'année. On s'en fout strictement. Ce qui compte à la fin, c'est le concours. Et donc, on est face à toute la France pour conquérir envers les meilleures écoles. Donc, qu'on ait un 15 ou un 19, on s'en fout tant que on ait un placement particulier. Ce que ça m'a appris à faire, en fait, c'était avec plusieurs amis, pendant les périodes d'examen ou quand on passait à l'oral, on choisissait consciemment les questions qui étaient les plus difficiles. Même si on savait que ça allait nous donner une mauvaise note, c'est qu'on se disait là, je vais me challenger. Là, en testant des choses, je vais me forcer à apprendre en lançant des trucs. Et en fait, le fait que on me donne une copie, que j'ai choisi toutes les questions que je savais déjà faire, on me dit bravo, t'as réussi toutes les questions que tu savais déjà faire, ça m'apprend strictement rien. Alors que si je me dis, là, je vais prendre 3 questions que je ne connais absolument pas, je me focalise entièrement là-dessus. Et ensuite, à ce moment-là, on me dit, t'as réussi un quart de ces questions-là. Je me dis, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y avait un quart que je ne savais pas que je connaissais, ou en tout cas, et il y a 3 quarts où je peux encore m'améliorer là-dessus. J'apprends de mes erreurs, et c'est un peu ça. Dans mes spectacles, c'est la même chose. Je sais consciemment que les premières 5-6 dates de tous mes nouveaux spectacles seront pas ouf. Et je le sais. Et je le veux, en fait. C'est-à-dire que quand j'écris un spectacle, je me donne une deadline. Je veux pas que les gens passent un mauvais moment. C'est ça le truc le plus important, c'est que ils repartent avec le concept du spectacle et en se disant OK. Après, je sais bien évidemment que les premières représentations vont pas être ouf. Et je le conscientise au préalable. C'est ce qui fait que je ne tombe pas en fait. Je me rappelle notamment dans mon 2e spectacle, Thomas Polgarast. C'était un concept qui était complètement inédit parce que c'est une pièce de théâtre avec du mentalisme. Donc à ma connaissance, ça n'a jamais été fait avant. Je joue un personnage, en gros, il y a une histoire à suivre et les gens qui montent sur scène deviennent des personnages de l'histoire. C'est complètement immersif comme expérience. Et je ne savais pas par où partir parce que j'avais vu personne faire ça avant. Donc j'ai commencé à écrire mon truc, ça m'a pris 2 ans d'écriture à peu près. Et quand j'ai commencé à jouer les premières, les retours des premières, c'était
ah c'est bien mais c'est pas ouf, ou alors la pièce de théâtre et le mentalisme ont jamais bien marché ensemble, ou alors donc les retours que j'avais c'était genre arrête, c'est nul, machin, même les autres professionnels, tu vois, ça ne va jamais marcher, ton concept est trop lent, machin, bidule et tout. Mais je m'en foutais. Moi, je me filmais tous les soirs. Je continuais à me filmer chaque soir. Je regardais où ça allait pas. Je bossais d'une semaine à une autre. Qu'est-ce qui fait que tu tenais, que tu disais parce que je crois au process. C'est-à-dire que je sais que, en fait, c'est vraiment en faisant cette espèce d'erreur-là. Il y a une psychologue américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Carol Dweck, qui travaille notamment sur ce qu'on appelle le growth mindset. Elle dit qu'en gros, dans une tâche donnée, pour un individu, il y a 2 types d'état d'esprit qu'elle a pu découvrir. Il y a le fixed mindset, l'état d'esprit figé, et le growth mindset, l'état d'esprit de construction. Et l'idée est simple, c'est de se dire, face à une tâche, il y a certaines personnes qui se disent « je suis défini par ce truc et je suis un bâtiment fini ». Donc, toutes les failles dans le bâtiment veulent dire une erreur dans la construction. Toutes les défauts dans le bâtiment racontent quelque chose sur moi, donc je vais essayer de les cacher. Les défauts dans le bâtiment, etc., etc. T'en as d'autres qui se considèrent comme un growth mindset. Et le growth mindset, c'est « je suis un chantier en construction ». Et la différence que ça fait, ce qu'elle a réalisé... Je peux dire que chez certains, il y a plus de taf que d'autres. Bah oui. Ça, c'est sûr. Et en fait, c'est OK d'être... Pourquoi elle te regarde? Non, elle te regarde toi, là. Elle regardait la plante. Non, mais vraiment, entre vous deux, il n'y a pas de... Merci. Il est central. D'ailleurs, on va l'appeler le petit Suisse. Voilà. Ça, on y reste. Allez. Mais tu sais que tu viens de donner une réponse de toute ma vie. C'est vrai. Mais ouais, parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait des choses très simples où je connaissais les réponses pour pas me casser la tête. Et quand t'as dit quelque chose, mais c'est vraiment très important ce que t'as dit. Très, très important. Je vais faire des exercices où je sais que je vais me planter pour être sûr que je vais me challenger. Et moi, justement, je choisissais les choses où c'était plus facile pour me casser la tête. Alors, est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est, t'as pas confiance en toi? Est-ce que tu te dis, bon, bah, il vaut mieux que tu réussisses quelque chose comme ça te rassure? Et en fait, les deux, c'est OK, hein. L'idée, c'est pas de se dire constamment, je vais échouer. Mais c'est important de se dire, en fait, quel est le cadre? De me donner un cadre où là, j'accepte des choses sur certaines choses, et d'autres trucs me dire là en fait je suis en mode performance et j'agis quoi. Par exemple quand je suis en spectacle, je sais que là bon l'objectif c'est de faire un excellent spectacle. Donc quand je suis en mode spectacle, je suis en mode efficace, je suis focus sur ce que je sais faire et tout. Mais en même temps, après je me mets dans des conditions de je vais tester des choses pour me mettre en situation de difficulté. Et les échecs imprévisibles, comment tu les gères? Ceux que t'as pas conscientisés? Alors, tout dépend de ce que j'anticipais, mais dans tous les cas, j'essaie de les prendre avec... Ça dépend. Parfois, ça s'enchaîne très rapidement et quand on a beaucoup d'affilés, oui, ça peut être mauvais. Mais j'essaie en gros de prendre ces différents échecs-là et de me dire qu'est-ce que je peux en apprendre. Et je bloque très rapidement les retours qui restent trop dans le passé. C'est-à-dire, je sais que par exemple, si je reviens sur mon deuxième spectacle, il y avait des choses où, pareil, je m'attendais sur un truc très bien et ça avait pas du tout marché comme je voulais. Non, mieux, c'était cette année. Début de cette année, j'avais participé à un concours de mentalisme où ça s'est très mal passé. Parce que, en fait, j'ai eu des spectateurs qui n'étaient pas complètement alignés avec ça, la régie a fait de la merde, et moi, j'étais pas très bon aussi dans ma préparation. Donc, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. C'était pas le bon timing, quoi. C'était pas le bon timing. Et c'est OK. Moi, j'aime bien justement tester des choses. Ce qui fait qu'il y a des moments où ça marche très bien. Et grâce à ces plein de lancements-là, j'ai pu obtenir plusieurs prix dans différents concours. Félicitations. Merci. Mais celui-là, ça m'était arrivé à un moment donné. Et en fait, je me rappelais que plein de gens venaient et me disaient « Ouais, mais tu sais, ton numéro d'avant... » En gros, il y a 2 ans avant, j'avais participé à un concours similaire, mais où j'avais eu, en gros, deuxième meilleur mentaliste d'Europe et le prix du public. Donc, il y avait une espèce d'attente de la part du public. Et il y en avait certains qui m'avaient suivi. Et quand ils avaient vu ce numéro-là, ils ont dit « Ah, mais tu sais, tu nous as un peu déçus. » Et en fait, je m'en fous. Parce que moi, je sais que le truc qui me permet de m'améliorer, c'est ces prises de risque-là. Et donc, quand j'en suis sorti, je savais que c'était négatif. Et là, je me dis, est-ce que il y a des choses que je peux conscientiser dans la suite, comme un apprentissage, ou est-ce qu'il y avait beaucoup trop d'aléas? Et là, je me dis, le plus simple, c'est de laisser cette expérience de côté. Ce qui était là le cas. C'est-à-dire que... Est-ce que quand tu dis « je m'en fous »,
Bien évidemment, j'imagine, mais je fais exprès de poser la question, comme ça tu donnes une réponse. Est-ce que c'est parce que tu t'en fous des haters et que ça te touche pas et que c'est vraiment très constructif, ou bien tu peux dire je m'en fous de son avis, quoi, alors que ça peut être constructif d'avoir des retours et des feedbacks, tu vois? Oui, non, c'est pas ça. C'est en fait. C'est pour ça que je préfère bien sûr. clarifier. C'est pas un manque de respect. Oui, c'est très bien, mais c'est justement pour ça que comme ça les gens. C'est une très bonne question, ouais. Pour clarifier, en fait, dans les retours, moi j'adore prendre les retours. Quand je sors, je demande aux gens qui sont venus me voir, dites-moi les choses qui marchaient pas, que vous n'avez pas apprécié dans mes spectacles, ça me permet de progresser. La chose que j'ai appris à faire, c'est faire la différence entre, en fait, extraire le feedback du conseil. Souvent, les gens donnent des conseils. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, parce que regarde dans le passé, et nanani. Tellement. Et ça, en fait, ça m'apporte rien. En revanche, en dessous de ce discours, je peux en ressortir certaines choses. Si tout le monde me dit, là, j'avais préféré ton truc avant parce que c'était plus punchy, je me dis, en fait, peut-être que là, la rythmique est à améliorer. Donc, je vais re-regarder ma performance sous cet angle-là. Donc, disons que j'en extrais les choses qui sont intéressantes. Après, si les personnes sont focus sur c'était mieux avant, en fait, cette information-là, je m'en fous. Parce que le c'était mieux avant, je ne vais rien en faire. Je vous rassure, il réussit ses spectacles. C'est pas tout ce que des échecs. Non, oui, c'est vrai, en vrai, c'est ça. Mes spectacles, mes échecs. C'est un bon titre de spectacle, ça, pour le coup. Vraiment. Tu vois, voilà, mes espèces. Moi, j'ai une question. T'es quoi comme signe astrologique? Je suis Gémeaux. Hoppa! Ok. Ouais, moi t'as répondu. En fait, t'as vraiment les deux traits de caractère. C'est-à-dire? Celui qui s'en fout et celui qui est focus. Pas. Voilà. Ouais. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je te regardais depuis tout à l'heure. J'avais un doute. Hein. Il regarde des doubles, c'est pour ça. Non, j'ai essayé. Justement, je suis pas mentaliste. Hein. Je l'ai dit, je suis bien plus que ça. Mais c'est parfait. Mais voilà, je voulais savoir. Il est réaliste. Donc distinguer le conseil du feedback. Ouais. Oui, c'est ça. Non, et tu es l'exemple type de quelqu'un qui est humble, en fait, parce que je vois que moi, par exemple, il y a des choses qui m'impactent alors que toi, ça t'impacte pas. Et donc, je me dis, là, je suis en train de travailler en antenne. Tout ça, c'est hyper intéressant, ce podcast. Parce que je me dis, il y a encore, tu vois, à travailler, c'est que si ça t'impacte, c'est que c'est pas normal. Tu vois, alors que toi, justement, je veux. Alors après, pour clarifier, ça m'impacte aussi. L'émotion, elle est là, hein. Enfin, c'est pas comme si je dis, non, je suis au-dessus de tout ça. Non, quand toi, t'as bossé nuit et jour sur un truc et t'enchaînes 10 personnes qui disent « Ouais, ton truc avant, c'était nul. » T'as envie de leur dire « Mais allez vous faire foutre, en fait, vraiment, vous comprenez pas tout l'effort que j'ai mis en place pour... » Donc oui, il y a cette espèce de petit truc à l'intérieur. Donc l'émotion est toujours là. Après, c'est comment est-ce qu'on rebondit avec... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les techniques spécifiques que tu utilises? Du mentalisme dans tes spectacles? Ouais, dans mes spectacles. Je vais les classer dans 3 grosses catégories. La première catégorie, c'est un travail intuitif. Donc, je ne crois pas que j'ai des super pouvoirs ou un truc surnaturel. Par contre, je parle d'intuition, d'expérience. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait plus de 10 ans que je fais ça maintenant. Et donc, j'ai appris à entraîner mon intuition sur reconnaître les fonctionnalités des gens, le type de personnalité, comment ils vont penser certaines choses, comment ils vont réagir dans certaines situations. Premier axe. Je me base toujours sur ça. Parce que c'est toujours un point de départ, qu'elle soit bonne ou fausse, c'est toujours un point de départ. Après, j'ai de l'influence. C'est-à-dire, et qui est moi mon sujet dada, que je donne beaucoup en entreprise, c'est comment est-ce que les mots, les gestes, l'environnement, il y a beaucoup de PNL aussi là-dedans, influencent la pensée de quelqu'un et peut le pousser à agir d'une manière où même parfois, il ou elle a l'impression que c'était complètement libre, alors qu'en réalité, c'était complètement prévisible. Donc là, on joue beaucoup sur les biais cognitifs, la perception des choses, le fait que le cerveau a envie d'être efficace et de se simplifier la vie un maximum de temps et d'être cohérent. Donc comment est-ce que je mélange un peu tous ces éléments-là? Comment expliquer la PNL? Comment expliquer la PNL? C'est parfait. Mais c'est pour ça que j'adore la PNL, c'est qu'il y a, c'est des outils qui sont très empiriques aussi. C'est très intéressant quand tu as dit que tu laisses la personne décider alors qu'en fait finalement tu l'as dirigée. Ouais. Alors, encore une fois, l'intention qu'on y met dedans, on peut être malveillant et donc un manipulateur ou bienveillant et influenceur. Et c'est à ce moment-là que, c'est parce que je veux clarifier bien pour les auditeurs, qu'il reste quand même la personne assez libre, parce qu'il y a une discussion, une communication, et il y a surtout un accord. Complètement. Même d'être, entre guillemets, manipulé. J'accepte
Parce que quand on vient de parler avec toi, quand même. C'est un peu ça. Ah, mais complètement. Mais même en spectacle, en fait. Les gens qui viennent, oui, il va y avoir de la manipulation à certains endroits. Sauf que c'est dans un cadre qui est le cadre de spectacle, en fait. Positive. Exactement, c'est ça. Pas machiavélique. Non, exactement. Ça, on laisse ça pour toi. Voilà. En dehors de Centrale, les hormones, les hormones et tout le reste. Mais je me rappelle ce truc-là, en revenant sur cette espèce de test and learn, j'avais lu une expérience récemment de psychologie qui était hyper intéressante, où il y avait, c'était à l'université de Stanford, il me semble, où il y avait un professeur de photographie qui avait demandé à ses élèves de faire des photos. Leur objectif, il leur avait donné genre 24 heures ou quelques jours en tout cas, pour faire le concours de la plus belle photo possible. Et ils avaient divisé en 2 groupes. Il y avait un groupe où il leur avait demandé: votre objectif, c'est de me trouver la plus belle photo. Et ensuite de me la ramener. Faites la plus belle photo avec le meilleur éclairage et tout et machin. Et pour le deuxième groupe, il leur a dit: dans ces jours-là, votre objectif, c'est de faire le plus de photos. Eh bien, selon vous, dans quel groupe les meilleures photos ont été retrouvées? La première. Non, la deuxième, plus de photos. Dans le plus de photos. Mais moi, je me serais dit, comme il n'y en a qu'une seule, et bah, du coup, il se serait tellement appliqué. Et en fait, c'était très contre-intuitif. Mais les résultats, c'était les top photos qui avaient été retrouvées, sans exception, étaient dans le deuxième groupe. Et la raison pour laquelle, c'est que, au début, il va y avoir des photos nulles, etc., des trucs classiques et tout. Une fois que tu dépasses ce classique-là, t'es dans l'objectif de, je me challenge à faire encore plus. Et à un moment donné, tu vas arriver dans un truc très redondant. Donc, soit tu reprends 10 000 fois la même photo, mais sauf que ça va pas se passer, ou alors tu vas commencer à tellement te dire: mais je vais là, je vais prendre ça, je vais prendre sous un autre angle, etc., machin, qu'au bout d'un certain temps, parmi tout ce tas, il y a cette chose-là qui se met en place. L'escalier de la réussite. Exactement. Et ce truc-là en fait, pour réussir de manière hyper forte, je sais que je le fais beaucoup, c'est-à-dire que je teste beaucoup de choses, je mets en place beaucoup d'éléments, il y en a beaucoup qui ratent, et je me fais juger par ça, et c'est pas grave, mais je sais que je le fais aussi pour les grosses réussites qui peuvent en sortir. Et comment tu parviens à combiner théâtre, science, mentalisme pour créer des expériences émotionnellement fortes et inoubliables, parce que c'est aussi l'objectif. Absolument. C'était la raison pour laquelle ces mots-là sont importants, théâtre, mentalisme et poésie. C'était le pourquoi j'avais écrit mon premier spectacle. En fait, ça va être bizarre, mais il y a 2 raisons pour lesquelles je suis entré dans le mentalisme. Un, c'était que j'ai réalisé à quel point c'était fort et que ça pouvait changer la vie des gens. Vraiment, c'est thérapeutique en soi. Ça peut avoir une puissance énorme. Et 2, à tel point je détestais la majorité des mentalistes qui existaient dans le type de spectacle. Et en fait, non mais c'est pas une blague. Il y en a beaucoup qui m'inspirent, mais il y en a énormément que je trouvais insupportables. Parce que le classique... Les noms. Non. Mais en fait, ça commence à changer un peu. Mais comment j'avais commencé vers les années 2010-2015, en fait, le mentalisme à ce moment-là, c'était beaucoup il y en a encore beaucoup comme ça, le personnage du mentaliste, je vais lire dans vos pensées. Quand il y a machin, c'est vraiment de l'ego. On reparlait de l'ego, c'est justement ça. Faut pas oublier qu'en France, la découverte du mentalisme, elle s'est faite par la série qui passait sur TF1. Absolument. Parce qu'avant cette série-là, on ne savait même pas que c'était un mentaliste. Il y avait Lie to Me aussi. Et justement, dans le générique, il marquait mentaliste, charlatan, charlatanisme, magicien, et ainsi de suite. Et un peu de tout. Voilà, donc il y avait véritablement un peu tout. Donc la France ne connaissait pas ce... Complètement. Mais même quand on regarde le développement, le mentalisme moderne en tout cas a beaucoup été développé en Angleterre, avec un personnage qui s'appelle Derren Brown, que j'admire beaucoup. Et en fait, ça, très rapidement dans le mentalisme, on peut tomber dans ce personnage, je contrôle, je suis en pouvoir. Et vous voyez, applaudissez-moi. En gros, c'est un peu ça. D'ailleurs, ce magicien là, masqué là. Magicien masqué. En France, qui passait à la télé. Avec Clay Kentos. Ouais. Ah, lui, excellent par Spider-Man. contre. C'est ça. C'est pas le même magicien. C'est pas les mêmes soirées. C'est pas le même. C'est pas les mêmes soirées. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dans quelle toile t'es tombé? Non, ouais. Lui, il est excellent. Moi, j'ai bien aimé. Mais lui, il assume son personnage. Je crée de la peur. C'est ça. Alors qu'il y en a d'autres qui sont vraiment dans regardez-moi à quel point je suis fort. Et la deuxième chose que j'aimais pas, c'est que c'était un enchaînement de tours. La majorité des spectacles de magie et de mentalisme, même aujourd'hui, c'est un enchaînement de tours. J'ai fait un tour, clap, on enchaîne au suivant. On enchaîne au suivant. Et je me suis dit, c'est dommage. Et donc, je voulais mélanger un peu plus de théâtralisation, parce que la puissance du théâtre, c'est raconter des histoires. Comme le cinéma ou autre, hein, mais moi, c'est le spectacle vivant. Milton, exactement. Et en fait, une histoire permet de raconter quelque chose qui est plus loin.
Et donc en fait, je me suis dit, le mentalisme, c'est l'impact fort, instantané, temporaire, qui ouvre des portes. L'histoire derrière, c'est ce qui raconte et qui permet de garder un impact long terme. En fusionnant les deux, je peux renforcer l'impact court terme et le prolonger avec l'impact de long terme. Et donc je voulais écrire un spectacle où les numéros ne soient pas juste décorrélés, mais qui soient vraiment au service d'un fil rouge. Et le premier spectacle, L'Effet Papillon, celui que je joue là depuis 5 ans maintenant, c'est un spectacle minimaliste où en gros j'explore les connexions cachées de l'univers et en fait j'emmène le spectateur à travers un voyage mental, donc c'est très poétique, à observer le monde d'une manière différente et petit à petit à amener différentes expériences qui viennent lui raconter ce que c'est l'effet papillon, comment les petites choses que l'on fait ont un grand impact, comment en fait les petites choses que l'on dit, que l'on est, racontent des choses sur nous, comment le plus petit geste peut avoir un impact sur une autre personne que l'on ne connaît pas. Conscientise. Exactement. Conscientiser. Et le public repart avec, et honnêtement moi c'est pour ça que je le fais. Mon plus gros cadeau quand je fais mes spectacles, c'est quand les gens viennent me voir après ou me contactent en me disant, mais en fait, cette réflexion-là, elle est toujours avec moi en spectacle, j'ai pu... Et j'avais eu une fois une personne qui m'avait envoyé un message, c'était super touchant, où elle m'avait dit, en fait, j'étais en pleine dépression, j'étais en train de me séparer de mon mari, et ça allait mal, et j'étais à 2 doigts de me suicider, j'ai vu ton spectacle, ça m'a redonné de l'espoir. Et c'est puissant, en fait. J'aurais dû l'appeler à l'époque. Elle serait encore là. Ouais. mais c'était super puissant, quoi. Et c'est pour ce genre d'émotion que c'est super gratifiant. C'est le meilleur retour. Complètement. Au-delà du ticket qu'ils ont payé, mais c'est vrai que c'est fabuleux. Mais là, justement, est-ce que ça flatte plus l'ego ou le créateur de contenu? Ça me rassure d'en continuer dans cette voie. C'est plutôt ça. Ouais. C'est je suis constamment dans la recherche et ça m'arrive parfois à force de faire des spectacles et tout, peut-être ça vous est déjà arrivé vous dans votre métier, à un moment donné tomber dans un truc de pourquoi je fais ce que je fais, à quoi ça sert, est-ce qu'il y a vraiment un impact. Et en fait ces petits messages là permettent de ramener un truc de en fait si il y a un impact. De retrouver la ligne de conduite. Tu rencontres toujours quelqu'un qui dit tiens en fait tes vidéos tu sais je t'ai jamais contacté, j'ai jamais acheté une formation, je suis jamais venu, mais alors chaque mot que tu dis, moi, ça m'a transformé ma vie. Moi, ça m'a transformé, moi, en regardant tes vidéos. Hein. Ouais. Je vois. C'est tous la même coupe maintenant. C'est ça. C'est l'impact podcast. C'est pas ça. J'ai tout laissé pousser. C'est l'effet papillon. C'est pas. Mais c'est marrant l'effet papillon parce qu'à la base, il y avait le film. Oui. C'était extraordinaire. Très sympa. Mais l'effet papillon dans le film, il n'a rien à voir. Non, l'historique de l'effet papillon, en fait, l'origine du spectacle, c'était une découverte physique que j'avais découvert en terminale, qui m'avait inspiré d'écrire le truc. Et c'est un vrai phénomène. C'est le fait que, en gros, il y avait Edward Lorenz, qui est un scientifique, qui voulait en 1961 créer un modèle de prévision climatologique de l'Europe. Oui, il avait un espèce de modèle ordinateur. C'était un des premiers prévisionnistes de climat. Donc il avait fait ses calculs, et quand il a lancé la machine, en fait c'était catastrophique. Il y avait des tornades partout, le chaos total, et c'est pas possible. Et en fait il a réalisé qu'il y avait une des données initiales, en fait qu'il avait simplifié. C'est-à-dire c'était genre un truc avec 6 chiffres après la virgule, et en fait il l'a réduit à 4 chiffres après la virgule. Au lieu de mettre, je sais plus, 0,5637 21, etc., il a mis 0,5637. Fais gaffe, c'est pas un numéro de téléphone. Hein. C'est vrai. Et en fait, juste ça a changé tout l'impact. Et il s'est dit, cet équivalent-là, cette erreur de calcul, ça correspondait à quoi dans la vraie vie? Et il a réalisé que ce 0,0001 de différence, en fait, c'est l'équivalent d'un battement d'aile d'un goéland loin au-dessus de la mer. C'est-à-dire, il suffit de changer un truc aussi faible que l'air généré par les battements d'aile d'un goéland pour complètement casser tout le modèle de prévision. Et quand il a remis ça en place, il a réalisé que tout s'est complètement remis en place. Et c'est ça qui a créé la théorie du chaos. Le chaos, dans la grande population, on parle de chaos et hasard de la même manière. Mais c'est pas du tout la même chose. Le hasard, c'est quelque chose d'imprévisible. Le chaos, c'est une structure, un ordre indétectable ou inatteignable. C'est ça la particularité du chaos. C'est qu'il y a une structure derrière. Par contre, on ne peut pas la comprendre. C'est pas qu'on n'arrive pas limité avec... dans l'émission là, parce que là. Comment? Là, c'est super intéressant. Parce que là, j'aurais, Mais J'aurais été peut-être un peu relou parce que j'aurais été très sérieux, mais. Mais ce truc-là, du coup, m'a vraiment fasciné. Et donc après, il a commencé à faire ses recherches et en 72, c'est là où il a dit l'effet papillon. Et si le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut engendrer une tornade de Texas? C'est un peu ça le slogan qu'on voit aujourd'hui.
Et c'est vraiment comment en fait les petites choses sur un long terme peuvent avoir un gros impact. On le voit aujourd'hui dans la vie politique. Hein. Complètement. Et est-ce que tu peux nous parler de ton actualité et puis ce qui va arriver, le futur proche pour toi? Ouais, bien sûr. Tu peux, on peut te voir. Oui, absolument. Alors, si vous voulez ajouter d'autres connaissances en plus de ce podcast, j'en ai un qui s'appelle l'art du mentaliste, que je fais avec un ami, Alexis Dieu, qui est hypno, et où en fait on explore comment le mentalisme peut servir dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment des outils issus du mentalisme pour amener ça. Et sinon, là je suis en pause sur mes spectacles, parce que je mets en scène de nouveaux projets qui devraient sortir bientôt. Mais sinon, vous pouvez me retrouver à partir de 2025. Je n'ai pas les dates encore, mais au Studio Héberto, dans le 17e arrondissement, avec l'effet papillon, qui est mon spectacle qui va continuer normalement. Et après, si vous voulez me suivre, il y a Instagram, mon site web. On va mettre tous les liens. Où je mettrai tous les liens possibles. D'accord, donc en fait aujourd'hui, est-ce que tu reçois en consultation, est-ce que tu accompagnes des gens, toi? Oui, j'accompagne des gens. C'est moins le gros de mon métier. Là, par exemple, sur les semaines à venir, j'ai beaucoup de formations en entreprise. Et vraiment, mon temps, il est entre construction de spectacles, donc renforcement des miens, ou alors coécriture et mise en scène d'autres spectacles, ou alors beaucoup de formations et de conférences en entreprise sur justement la communication d'influence. Et donc ça me prend aussi un livre bientôt. Oui, j'ai un livre en écriture. Il est au tout début là de son écriture. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait sortir en 2025. Cool. Voilà. Trop bien. Vous m'avez bien rempli. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est, tu vois, tac, 5 cadrés. Action, réaction. En fait, moi, j'ai un livre depuis 5 ans qui doit sortir. Tu crées beaucoup de cases dans lesquelles tu ranges un petit peu tout parce que c'est... Exactement. Il y a, mon emploi du temps, c'est un truc qui est rempli tout le temps avec plein de codes couleurs. Je ne peux pas m'en sortir sinon. Mais en fait, c'est aussi je m'étais vraiment posé la question de qu'est-ce que je veux faire une fois que j'ai trouvé cette lignée-là de pourquoi je fais ce que je fais. J'ai commencé à voir quels sont les autres projets qui se rejoignent quand même à cette lignée-là. Et aujourd'hui, je me vois de moins en moins en tant que mentaliste, mais plus en tant que créateur d'expérience. Vraiment ce truc-là de... Créateur d'expérience. Créateur d'expérience. Comment tu te vois? Créateur d'expérience. Oui, c'est vrai que c'est ça comme tu t'as dit. Je fais dans la vie, je suis créateur d'expérience. Tu sens mon doigt. Et toi, créateur d'entreprise. Mais c'est très bien aussi. Oui. C'est des expériences, hein. C'est vrai, c'est vrai. Oui, hein. Non, mais ça reste très organisé parce que c'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas que des idées sur papier. Tu vois, même ta façon de penser et tout, elle est très organisée. Centrale. On le voit quand tu parles. Non, c'est même pas central. Non, c'est le mode vraiment, central. ouais, c'est sur la forme. C'est le mode ingénieur. Oui, c'est pas impossible. Voilà. Ouais. Mais j'ai réalisé que l'ingénierie, au-delà des connaisses, ça m'a formé en termes de posture aussi. Je réfléchis mes spectacles de manière ingénieure. Je me dis, je veux atteindre un objectif impossible. Genre, tiens, et si il y avait deux personnes qui pouvaient penser la même chose au même moment? Je sais que c'est pas possible. Et en fait, je me dis, quelle est ma boîte à outils? Qu'est-ce que je peux développer? On peut en discuter après, mais... On peut, ça. Ouais. Non, mais en tout cas, pour moi sur scène. Et après, je mets en place des choses pour atteindre cet objectif-là. Exact. On ferait pas une petite expérience? Oui. Vous voulez? Parce qu'il nous reste quelques minutes. Super. On va finir par une expérience. Avec grand plaisir. Voilà. Tu veux participer? Allez. Super. T'as dit qu'il m'a pas proposé à moi. Il en a rien à foutre. Non, mais c'est très organisé. C'est très central. C'est très Alors, je peux juste préciser quelque chose. Oui. J'ai beaucoup tendance à contrôler. Okay. Dans ma vie, et du coup le mentalisme, je vais un peu me défier moi aussi, je vais conscientiser mes réussites, j'espère. Okay. Mais voilà, c'est pas une expérience évidente. T'as tendance à beaucoup contrôler. Ok. Ouais. Mais t'es à l'aise avec l'expérience? T'es ok avec ça? Ok, très bien. Je vais te demander, Elsa, de penser à un objet simple que tout le monde peut reconnaître, et je te laisse le temps de bien le visualiser. Non, je ne suis pas un objet. C'est bon? C'est bon. Super. Et on va aller un peu plus loin. Je vais te demander de penser à un souvenir où cet objet existe, un souvenir vraiment que tu as eu, où ce souvenir, où cet objet-là existe dans ce souvenir-là. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok, laisse un autre souvenir apparaître pour vraiment stimuler ton imaginaire. Un autre souvenir lié à cet objet? Exactement. C'est bon. Ok, très bien. Je peux prendre ta main? Je vais te demander, on va essayer de se connecter d'abord sur un truc du présent, un truc simple. Ah oui, juste pour les gens, t'es pas complice. Hein. Enfin, on avance, ouais, très bien. Je vais te demander de penser à ton signe astrologique, tu me le dis pas. Et j'ai juste envie de voir la manière dont tu fonctionnes, donc on va essayer de ça de manière différente.
tu peux visualiser les lettres écrites en l'air de ton signe? Oui. Ok, visualise les lettres toutes, compte le nombre de lettres qu'il y a à l'intérieur et laisse-les tourner dans ton esprit. Super, très bien. Juste laisse-les balancer aléatoirement et je vais essayer de voir sur quoi je peux choper. Ça me permettra de naviguer de plus en plus dans ta manière de fonctionner. Ok, stop, reviens 2 lettres en avant. Il y a un E, oui. Ouais. Ouais, il y a un R aussi. Mm-hmm. Ouais. Continue à tourner. Il n'y a pas un A? Ouais, très bien. Continue, c'est très bien. Ah, là, je vois une lettre verticale qui vient de passer, comme un P ou un T. C'est laquelle des deux? C'est un T. C'est un T, ok. Répète-la plusieurs fois dans ta tête. Ah, les ton signe. Genre taureau, répète-la. Ok, très bien, c'est excellent. On va aller sur ton souvenir maintenant. Je vois mieux la manière dont tu fonctionnes. Taureau, c'est assez intéressant parce que, en général, Taureau, c'est le genre de personnes qui sont très focus sur des tâches, sur des objectifs. Et je pense que dans ton passé, il y avait des moments dans ta vie où je sens qu'il y avait des moments où tu étais un peu borné dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'écoutais pas les autres et ça t'a un peu, peut-être dans l'adolescence ou un peu plus grand, où en fait t'écoutais pas les autres. T'étais vraiment dans ton truc, tu lidais un peu les choses, n'est-ce pas? Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que là, t'as bougé vers autre chose. Ça t'a un peu marqué, peut-être une remarque ou quelque chose du genre, qui a fait que t'as un peu évolué vers autre chose. Concentre-toi sur ton souvenir et je vais essayer de voir tout ce que je peux capter par rapport à ça. Ah, c'est drôle, t'es pas seul dans ton souvenir, il y a quelqu'un avec toi. Ouais. C'est un homme? Ouais. Ouais, ok. Mais vous êtes pas beaucoup, j'ai l'impression que c'est pas genre dans une foule, t'es pas à l'extérieur, il y a vraiment un focus... Ah, c'est quelqu'un que tu connais. Ouais. Intéressant. Non, je veux pas voir. C'est ton amoureux? Non. Ok. Un ami alors, mais c'est quelqu'un de proche en tout cas. Ah non, juste que tu connais. Pourquoi je vois une... Parce que c'est marrant, je vais te dire pourquoi je disais ça. Je ressentais une émotion forte, une émotion de... en fait, de découverte, une émotion de curiosité. Ça te parle cette émotion? Ouais. Ok. Je pensais que tu la mettais sur cette personne-là, mais du coup, c'est pas cette personne-là qui t'attire ça. Enrique. Je vois un endroit fermé. Ok, t'es à l'intérieur. Ouais. Il y a de la lumière, beaucoup de lumière. Ah, c'est marrant. Et t'es focus sur un truc. Il y a vraiment un truc, un truc qui brille, qui t'attire ton attention. Et je pense que t'es quelqu'un d'assez simple dans la vie aujourd'hui. C'est-à-dire que t'aimes bien te focaliser sur les petites choses. T'es pas le genre de personne qui... Tu fais de la peinture? Exact. Ouais, ok. Parce que je sens que c'est quelque chose qui te permet de te libérer aussi. Mais c'est des petites toiles. C'est pas des gros trucs. On est d'accord? Ouais. Ouais. Tu bosses en ce moment sur un truc, non? Oui. Et c'est quoi? C'est un... Attends, tu parles par rapport à la toile ou je bosse sur un truc à côté? Sur la toile. Non, j'ai fini ma toile. Tu l'as fini, mais très récemment? Ouais, il y a quelques mois quand même. Hein. Ok, d'accord. Pourquoi je la vois tout récemment? Ok, peut-être c'est un autre projet alors que sur lequel tu bosses. Mais c'est très beau en tout cas ce que tu fais. Il y a pas mal de mélange de couleurs, pardon. Je vais revenir sur le souvenir. Ok, c'est tout petit en fait. On est d'accord, tu m'as demandé le souvenir qui a... Qui est relié à l'objet. Ah, moi je pense... Ah oui, d'accord, je pensais quand tu m'as dit que mon passé était lié à un truc qui m'a fait changer et être plus simple, et ben j'ai pensé à ce souvenir. Ah, t'as pensé à ce souvenir-là. Ok, donc c'est pour ça qu'on brouille, pardon. Tu peux revenir maintenant sur le souvenir. J'essaie juste de t'emmener à différents endroits pour voir comment tu réagis. Donc là, je reviens sur l'objet. Ok. Et la personne avec l'objet. Exactement, c'est ça. Oui, donc là ça change. Ok, un homme. Oui. Et là, ok. Ouais, ça change un peu. Oui. Il y a une ressentiment. Il y a les yeux qui s'ouvrent. Il y a quelque chose qui... Il y a juste un moment de silence, j'ai l'impression. T'es focus sur quelque chose. Ça brille. Ah, c'est petit, c'est quelque chose de genre... artificiel, on est d'accord. C'est un bijou. Ouais. Une bague. Ouais. Et t'es en train d'acheter une bague que tu voulais prendre ou quelqu'un te l'offrait? Parce que je vois quelqu'un me l'offre. Quelqu'un t'offrait une bague, c'est ça? Parce que je le vois en train de te donner... C'est ça. Super. C'est bien ça, ton ouais, c'est bien souvenir. ça. C'était une bague. Merci beaucoup. Bravo, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Écoute, merci à toi de toutes ces expériences, toutes ces informations. C'était vraiment génial. C'est cool. Je mets tous les liens, absolument tous les liens. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de m'avoir invité. Pour nous aussi, merci. Il y a un papier à lui donner. Ah, merci. Non, mais tu peux l'ouvrir. C'était le numéro que tu avais donné tout à l'heure. Non, il va C'est le nom comprendre. de l'objet que... Pourquoi tu me donnes cet objet? Parce je que me l'étais écrit. exactement ce qu'elle a écrit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. En fait, je me l'étais écrit pour être sûr. Pour être sûr que tu allais pas. Bravo. Incroyable. Bravo. Eh ben, merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver dans tous les podcasts et puis à très très vite et à très vite pour toutes les infos de tout le monde. Voilà. Un dernier petit message, un petit quelque chose. Très intéressant.
Super intéressant. Ouais. J'ai encore plein de questions à te poser. Hors antenne. Hors antenne. La suite hors antenne. À très vite, merci. Salut.